La reine d'Angleterre, Elisabeth II, n'est plus la monarque au record de longévité exceptionnelle, est partie depuis ce jeudi 8 ou 7 ans plus tôt 2022 et on en parle toujours et encore dans cette émission. La quotidienne, bien sûr, avec Louis Assoba, déjà notre invité, il est journaliste, vous le connaissez déjà. Avec lui, nous allons un peu analyser un peu la vie de cette monarque, de ce qu'elle représente pour le monde entier, pour l'Afrique également, et parler également de sa succession, les défis qui attendent désormais Charles III, son successeur déjà choisi. Louis Assoba, bonjour. Bonjour Hospice et bonjour aux téléspectateurs. Voilà. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, quand vous entendez parler d'elle, vous retenez quoi? Vous avez quoi? Quelle comme image d'abord? Je retiens une dame très sereine, une dirigeante exceptionnelle dans la discrétion et qui aussi est rigoureuse de par tout ce qui entoure la monarchie en Angleterre, tout ce qui entoure son royaume, tout ce qui entoure également sa famille et les alentours, tout ce qui entoure également l'Angleterre entière. C'est une dame exceptionnelle, il faut le dire, une dame qui a vécu beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir, lorsque vous parlez de la reine Elisabeth II, c'est quand même celle-là qui a vécu les deux guerres mondiales, Voilà. la guerre froide, qui a vécu plusieurs maladies, qui a vécu également récemment ce qu'on appelle, cette maladie qu'on appelle le Covid-19. Voilà. C'est cette dame-là qui a été témoin de plusieurs événements dans le monde entier. C'est une dame qui a traversé pratiquement deux siècles, si je pouvais le dire ainsi, le 20e siècle et le 21e siècle. Donc, de façon générale, je pouvais dire que c'est une dame très exceptionnelle de ce monde. Exceptionnelle qui a connu donc ce bonheur d'accéder à ce trône à l'âge de 25 ans pratiquement. Oui, à l'âge de 26 ans, très très jeune. Est-ce que déjà cela prévoyait, on pouvait déjà s'imaginer ce parcours-là? Vous savez, en Angleterre, lorsque vous êtes destiné au trône, même je pouvais le dire déjà... On a connu des rois de 10 ans. Oui, oui. Lorsque vous êtes destiné au trône, déjà même dans le ventre, vous êtes considéré comme un roi, vous êtes considéré comme une reine et les habitudes déjà sont inculquées, je pouvais le dire, déjà dans le ventre. Donc, vous êtes né roi, vous êtes né reine en Angleterre, vous êtes un potentiel à succéder au trône. Donc, les bonnes manières, les mœurs, les habitudes, hein, les manières de faire vous seront en quelque sorte inculquées par les différentes institutions mises en place pour éduquer le futur roi, pour éduquer la future reine. Donc, si on doit dire à l'âge de 26 ans, est-ce qu'on devrait s'attendre à ce parcours élogieux? On pouvait s'attendre parce que en Angleterre, vous n'êtes pas sans savoir que la monarchie, le royaume, c'est quand même tout un ensemble, tout un dispositif qui est mis en place et donc tout est suivi à la lettre et pas des moments donnés lorsqu'il y a exception, ça fait toller. Et donc il faut vraiment suivre le chemin pour essayer d'avoir un parcours atypique comme celui des prédécesseurs et également pour les successeurs. Donc, de façon générale, je pouvais dire que mission accomplie pour la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui, contre vents et marées, a été témoin, je l'ai rappelé tout à l'heure, de plusieurs événements et qui n'est pas tombée, qui à chaque fois essaie de se relever, qui est discrète. On a noté seulement en 70 ans 6 discours de la reine. Cela montre de combien de fois elle est quand même une dame très discrète, mais qui essaie quand même d'appliquer à la lettre les dispositifs, les règlements, tout ce qui est quand même institué pour permettre d'avoir de bien rayonner, d'avoir quand même un bon parcours sur le trône. Donc, c'est ce qu'on peut constater. Maintenant, au demeurant, lorsqu'on est reine, il y a quand même des événements qui marquent. Et quand je parle des événements, lorsque vous prenez la royauté, le parcours de la reine Elisabeth II, elle a été beaucoup plus secouée par la famille qui l'entoure. Lorsque vous prenez par exemple
le roi qui vient de prendre le trône, je vais parler de son fils Charles. Charles a vécu, il s'est marié d'abord à Diana, même avant qui avait Diana. 19 ans en ce moment. Oui, même avant Diana, il y avait déjà une autre dame de qui Charles est tombé amoureux, mais finalement, selon la tradition, le prince ne devrait pas épouser une fervente catholique, ça ne peut qu'être une fervente protestante. Donc, du coup, finalement, ce mariage a été brisé, il est obligé de revenir sur Diana, et là aussi, ça a été toute une histoire, ça a fait un tollé avec tout ce qui est autour. Finalement, on a prononcé ce divorce, ce qui n'arrive pas souvent dans cette royauté-là. Il y a eu le cas Harry également. Oui, tout à fait. Je vais revenir sur le cas Harry également. Je parle d'abord de Charles, qui est son enfant direct. Et donc, finalement, le divorce a été consommé. Mais plus tard encore, on a constaté que Diana a eu un accident. Elle est partie comme ça. Elle a été tuée avec des soupçons d'infidélité d'abord, ou encore un assassinat commandé. Beaucoup de choses, elle a vécu à tout ça. Maintenant, on parle de ça, s'en souvient également l'histoire de ses petits-fils, Harry et Williams, qui d'abord, les deux qui ne s'entendent pas correctement, et finalement, son mari était là quand même pour recadrer les choses, mais dernièrement, son mari aussi l'a quitté. Et donc, toutes ces histoires autour d'elle, elle a été quand même cette Amazone-là qui essaie quand même de réussir à manager, de résister à des tempêtes données et essaie de montrer que le trône est vraiment sacré en Angleterre et c'est ce qui a été bon dans son parcours. Et on a compris également que la reine n'a pas voulu partir sans régler certains problèmes. On a eu le récent cas Boris Johnson démission et l'arrivée de Liz Truss, tout ça. Et elle est partie juste après l'installation après l'avoir nommée. Et il faut dire... Ce n'est pas au hasard, on pourrait le dire. Non, bon, vous savez, les choses arrivent comme ça. On ne prévoit pas le lendemain. On essaie juste de s'adapter au temps. Vous voyez, c'est une reine qui a quand même vécu le passage d'une dizaine de premiers ministres. En tout pour tout, on parle de 12 premiers ministres. C'est un record. Donc, c'est une dame, une reine qui a vécu, si je pouvais dire, 12 politiques différentes. Parce que chaque Premier ministre vient avec sa politique. Récemment, on a connu le cas de Boris Johnson avec le fameux Brexit. Lorsque vous prenez tout ça, vous êtes quand même d'accord avec moi que la reine a suggéré chaque fois la politique qu'apporte le Premier ministre en son temps, a suggéré également d'autres événements qui ont quand même rapport avec sa royauté, qui ont rapport avec l'Angleterre et le Commonwealth en général. Donc, ceci étant, vous constaterez que c'est quelqu'un qui a la maîtrise de la situation, qui est présent lors des grands sommets, qui a côtoyé également les grands dirigeants de ce monde, Nelson Mandela, la 5e République, Charles de Gaulle et autres. Donc, à chaque fois, elle est présente dans l'arène, dans les grandes décisions de ce monde. Elle essaie de ramener la politique de l'Angleterre, du Royaume-Uni, à exposer en face du monde pour permettre de montrer que sur l'échiquier international, il n'y a que l'Angleterre aussi compte énormément dans la prise des décisions, dans le rayonnement de l'humanité. On a vu les pays africains colonisés par l'Angleterre un peu plus tristes, hein, surtout le Nigeria, à qui l'Angleterre a donné donc l'indépendance assez facilement. Donc, on a vu que l'Angleterre, juste après la fin de la colonisation, ne s'est pas aussi attachée à ces petites nations. On a vu, contrairement à la France qui est toujours collée, qui veut pas... On a vu qu'avec la reine Elisabeth II, on en a vu une séparation déjà au niveau entre le colon et le colonisé. Lorsque vous prenez, si on devrait faire une étude comparative, on dira tout simplement que l'indépendance qu'a accordée l'Angleterre à certains pays colonisés, le Ghana, c'est je pourrais le dire, une indépendance entière. Contrairement
à l'indépendance française où la France continue de garder certaines mains dans les pays colonisés. Et donc, l'Angleterre a su gérer la situation très tôt, à libérer, à former, à libérer en même temps ces pays colonisés. Et les résultats sont palpables. Lorsque vous prenez ces pays colonisés aujourd'hui par l'Angleterre, on sent le développement. On sent le développement, on sent une indépendance financière, on sent une indépendance politique. Parce que là aussi, ça compte énormément. Vous ne verrez pas l'Angleterre s'ingérer dans les crises politiques de certains pays qu'elle a colonisés par le passé. Vous ne verrez pas la reine s'ingérer dans des situations, dans des conflits donnés. Il est rare. Peut-être l'Angleterre vient en quelque sorte en médiation et essaie de protéger en quelque sorte ces pays colonisés. Là, c'est ce qu'on a constaté. Où la différence, elle est nette, tant sur le plan polique, où il y a en quelque sorte une stabilité. Lorsque vous prenez le Ghana, le Nigeria, le Kenya, d'autres pays colonisés par l'Angleterre, l'Afrique du Sud également. Le Cameroun. Il y a le Cameroun. Il y a cette, je pouvais dire, cette stabilité-là politique et également cette stabilité-là financière. C'est pour dire que l'Angleterre, avec sa politique vis-à-vis de ces pays colonisés, je pouvais, sans porter de gants, est quand même mieux que la politique française vis-à-vis de ces pays colonisés. On ne sent pas aussi des situations de crise politique au niveau de ce pays-là. N'est-ce pas parce que le système politique d'abord est basé sur d'abord la royauté également. Oui. N'est-ce pas là la force de l'Angleterre? Oui, oui, il faut le dire. C'est bel et bien la force. Lorsque vous parlez de royauté, vous parlez de monarque, tout est institué et vous êtes prêt à respecter ça à la lettre. Et lorsque vous prenez l'Angleterre, l'Angleterre est tellement attachée à cette royauté. L'Angleterre est tellement attachée à son roi, à sa reine, etc., à ses princes, etc. On lui donne beaucoup d'attributions. On lui donne beaucoup d'attributions, on lui donne beaucoup de force. On l'estime énormément parce qu'on considère que la royauté, lorsque la royauté tombe, ça serait l'Angleterre qui va tomber. Et prenez le cas, par exemple, de ces princes-là, où on suit à la lettre ce qui se passe. Lorsqu'un prince a un petit bobo, toute l'Angleterre est au courant. Lorsqu'un prince fait de dérive, fait de déviance entre griffes, toute l'Angleterre, en réalité, est également au courant. Cela voudra dire que l'Angleterre reste quand même attachée à cette politique-là. Donc, au demeurant, la royauté, c'est quand même très fort, c'est au-delà même de toute institution. Elle est là comme un organe consultatif, elle est là également comme un organe de sanction par endroit, parce qu'à un moment donné, lorsque ça ne va pas, c'est la royauté, c'est le roi qui a le dernier mot, c'est la reine également qui impose en quelque sorte son veto, mais cela n'arrive pas. Vous savez, la politique est tellement forte, l'institution est tellement forte que avant qu'on en arrive à cette extrémité, ça voudra dire que le conflit est majeur. Vous voyez, lors de son parcours, il y a eu plusieurs événements sans que la royauté n'intervienne. La royauté est là en quelque sorte à la dernière minute où on la consulte pour avoir son avis consultatif par rapport à certaines décisions. Donc, la politique en Angleterre, il faut dire d'une part que cette royauté et cette monarchie que nous constatons a beaucoup pesé dans la balance pour qu'il y ait cette stabilité la politique, pour qu'il y ait cette stabilité vis-à-vis même des concitoyens et autres. Et c'est ce qu'on a constaté en Angleterre. Lorsque vous prenez l'Angleterre aujourd'hui, c'est quand même un pays qui est une grande puissance vis-à-vis des pays frontaliers, vis-à-vis également de certaines puissances dans le monde entier. Et l'exemple, la réussite de ce côté-là ne doit-elle peut-être pas inspirer d'autres nations, les grandes surtout, et pourquoi pas aussi le Bénin, à penser il serait vraiment difficile. Par exemple, lorsque vous prenez certains pays africains, c'est vrai, lorsque vous prenez même certains pays européens, il y a quand même cette... ce qu'on appelle cette royauté-là, il y a toujours ça. En Belgique, on parle du roi Léopold. Oui, même en Espagne, il y a également le roi. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a encore certains pays aujourd'hui qui sont toujours dans cette tradition-là. Maintenant, est-ce que ça va inspirer certains pays africains? Je dirais non. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est nous qui avions mal compris
cette manière de voir la démocratie, où lorsqu'on parle déjà de la démocratie, on bannit tout ce qui est tradition, tout ce qui est royauté. On met en place des organes où on dit c'est le président de la République, c'est lui qui est pratiquement le tout-puissant. Donc, à partir de là, on n'a pas été à cette école-là. L'école où le roi est là et pourtant la démocratie continue. L'école où le roi est là et pourtant on respecte la liberté d'expression, on respecte la liberté des droits de l'homme, etc., etc. Donc, à partir de ce moment, on dit qu'aujourd'hui, ça va faire école. Je dirais que une partie peut faire école, ça dit le fait de pouvoir respecter les institutions, le fait d'une stabilité, de trouver le juste milieu entre la tradition et tout ce qui a rapport avec la démocratie. On peut rester dans la tradition et respecter ce qu'on appelle la démocratie. Maintenant, en Afrique, on a tellement évolué, on a tellement copié, si je prends même l'Afrique francophone surtout, on a tellement copié le pays qui nous a colonisés au point où on veut être aux mêmes longueurs d'onde, on veut essayer de respecter à la lettre ce qui se passe de l'autre côté. Donc, il nous serait difficile aujourd'hui d'emprunter ce chemin-là, encore que c'est quand même un chemin, une technique, une pratique qui date, j'allais dire, des siècles. Donc, dire aujourd'hui qu'on va commencer, ça nous serait vraiment difficile de copier ce modèle. Comment voyez-vous l'après-Élisabeth II? Je vois l'après-Élisabeth II comme une continuité dans la sérénité, dans la stabilité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on parle de Charles, Charles a entendu longtemps. Charles a côtoyé sa maman. Il est resté dans l'ombre de sa maman. Il est resté dans l'ombre, mais disons que ces dernières années, il est comme le roi en quelque sorte parce qu'il est représenté un peu partout. Il connaît en quelque sorte les rouages. Il essaie quand même, il a effectué beaucoup de voyages. Il maîtrise la politique en Angleterre. Il est témoin de plusieurs événements. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le roi Charles, ça serait en quelque sorte une continuité. Maintenant, une continuité dans la masculinité. Ça ne serait plus trop féminin, ça serait un peu beaucoup plus masculin, ça serait un peu beaucoup plus le charisme d'un homme, ça ne serait plus la femme généreuse, la femme douce, la femme, etc., etc. Donc aujourd'hui, la seule différence qu'on peut avoir dans cette situation aujourd'hui, ça serait le fait que ce n'est plus une femme qui est adulée, mais c'est un homme fort qui aujourd'hui qui vient au pouvoir à 70 ans. En 70 ans, 70, 73 ans, je pense. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est pratiquement vers la fin. Et donc, sa venue aujourd'hui, c'est une continuité et en même temps, préparer sa succession. Parce que, qu'on le veuille ou non, 73 ans, il ne pouvait plus aujourd'hui battre le record de sa maman qui a fait 110 ans. Si on devrait définir les choses, c'est pratiquement une dizaine, une vingtaine d'années. Donc, à partir de ce moment, il devrait déjà commencer par préparer sa succession qui n'est rien d'autre que William. Donc, à partir de ce moment, c'est progressivement essayer de fait d'attribuer les rôles à William pour qu'en son temps, William aussi soit prêt pour accéder au trône. Charles ne sera-t-il pas victime de ces déboires, en tout cas, surtout avec la justice, cas de viol, tout ce... Est-ce qu'il aura toujours cette crédibilité-là devant Qu'on le veuille ou non, vous savez, l'Angleterre, les Anglais protègent énormément cette monarchie, protègent énormément le roi. Donc, lorsque vous suivez même l'actualité, vous allez constater que c'est désormais du passé en quelque sorte, qu'on n'évoque plus comme ça ces petits moments couverts par la reine. On n'évoque plus ces moments. Aujourd'hui, tous les regards sont fixés sur la succession, la continuité. Et puis, la reine est partie, vive le roi. C'est ce que tout le monde dit aujourd'hui. Donc, ces petits moments sombres, est-ce que ça serait exhumé à des moments donnés? Je ne pense pas. Parce que le roi est là et le roi, on a le droit de le protéger et c'est très important. Lorsque vous prenez le roi, lorsque vous prenez même un président de la République qui a peut-être un passé sombre, lorsqu'il devient président de la République, on essaie quand même de protéger pour garder ne serait-ce que l'image de son pays. Donc aujourd'hui, les Anglais ont ce devoir-là de garder l'image de cette royauté et de ne pas exhumer les vieux démons. Et on va parler
de la première ministre Liz Truss, quel sera peut-être, selon vous, son avenir? Est-ce que son siège est aussi en danger? Parce que le roi peut imposer son veto, dit voilà. Parce qu'elle elle est venue après beaucoup de campagnes électorales, également, avec beaucoup de situations. Non, moi, je pense qu'un Charles, serait, le roi Charles, j'allais dire, serait quand même quelqu'un qui ne va pas être aussi rigoureux. Vous le constatez déjà même dans la gestion de sa famille. C'est quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire, qui est un peu extraordinaire avec ses prises de position. Donc, pour une stabilité, ça serait vraiment difficile pour le roi Charles d'imposer son veto. Il vient d'arriver, Truss aussi vient d'arriver, donc je crois que c'est un nouveau départ pour les deux. Et donc, des moments d'achoppement, ça ne va pas manquer, mais les Anglais, pour ce que je connais d'eux, ce sont des gens vraiment pragmatiques, ce sont des gens qui suivent les consignes à leur tracé. Et donc, Truss ne va pas faire aujourd'hui quelque chose au point où ça serait le roi Charles qui vient mettre son veto, parce que lui aussi devrait faire tout possible pour garder la stabilité. Pour gagner aussi la confiance. Pour gagner la confiance. Même s'il a cette assurance déjà. Donc, je pense qu'il vient en quelque sorte en médiation. Lorsque la crise serait de trop, il serait là en quelque sorte en tant que médiateur pour mettre les points sur les i. On a vu Elisabeth II pendant ses 10 ans de trucs là, aux côtés plutôt des pays africains aussi, certains pays africains. Comment avez-vous apprécié, comment appréciez-vous toujours cette relation qu'elle a pu garder avec les pays africains? Ça a été une relation cordiale, je l'ai dit un peu plus tôt, que lorsque vous prenez la reine d'Angleterre avec la politique anglaise vis-à-vis des pays colonisés, c'est une politique d'indépendance entière. Et la reine Elisabeth, qu'on le veuille ou non, elle est considérée comme une grande personnalité au monde, au même degré que, par exemple, le pape, et au même degré, pourquoi pas, le président de l'ONU, etc. En tout cas, les grandes personnes les grandes personnalités de ce monde, elle est considérée. Donc, aujourd'hui, si, bon, elle n'est plus de ce monde, la reine Elisabeth décidait de venir dans un pays anglophone, enfin, dans un pays, c'est toute une joie, c'est toute une euphorie, c'est quand même un accueil chaleureux. Et lorsque vous regardez un peu dans l'histoire, vous saurez qu'elle a beaucoup voyagé, elle a été plusieurs fois accueillie par les grands chefs d'État, les grandes personnalités de ce monde. Donc, la relation, je dirais que c'est une relation cordiale, une relation qui ne cultive pas l'ingérence, qui ne cultive pas le fait d'être le gendarme du monde entier, le gendarme de certaines crises. C'est quand même une relation qui a permis de connaître beaucoup de choses, d'avoir beaucoup d'intérêts de part et d'autre, des coopérations gagnant-gagnantes. Lorsque vous prenez également son alentour, c'est quelqu'un qui a essayé d'imposer ce qu'on appelle des ONG, des actions caritatives, où aujourd'hui, ça permet quand même de s'imaginer dans un monde où elle est venue en quelque sorte en tant qu'une personnalité qui apporte la paix dans le monde, qui apporte la cohésion sociale, qui apporte d'énormes choses dans le monde entier. Donc, je dirais que la relation Elisabeth II et ces pays colonisés, c'est quand même une relation très cordiale et on a quand même les preuves. On a parlé du respect de la monarchie imposé, en tout cas par les Anglais. Est-ce que ce respect n'est pas imposé par un peu le charisme même de la dame Elisabeth II? Et s'il n'y a pas de crainte que voilà, si aujourd'hui son fils Charles n'arrive pas à le faire, ça pourrait mettre un peu en danger oui, ça pourrait mettre un peu en danger. N'est-ce pas là des craintes qu'on peut avoir dans la gestion ça fait partie même des craintes. C'est-à-dire qu'en fait, 10 ans au pouvoir, est-ce que la rigueur, la discrétion, la fermeté dont faisait preuve la reine Elisabeth II, est-ce que Charles fera la même chose? Tout compte fait, il devrait avoir de crainte parce que le roi Charles ne va pas ressembler trait pour trait sa tendre maman. Oui. Donc, la réalité, c'est qu'il y a quand même un dispositif autour qui devrait, en son temps, recadrer même le roi
à des moments donnés. Donc, à un moment donné, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, le roi a intérêt à être dans la continuité, à ne pas passer à côté de la plaque pour être en quelque sorte vu de mauvais œil. La vérité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la continuité soit respectée dans les principes établis par la reine Elisabeth II. Il y aura de craintes, forcément, mais si vous avez vécu aux côtés d'une reine pendant près de 50 ans, lorsque vous avez cette possibilité-là de suivre de près ce qui se passe aux côtés de la reine, là, vous copiez normalement les bonnes habitudes que vous allez appliquer après. Donc, de crainte, ça n'existera pas, mais je suis confiant qu'avec le roi Charles, ça serait une continuité positive. Sous Charles, cette belle relation Afrique-Angleterre, Royaume-Uni, ça pourrait continuer? Ça pourrait continuer, d'autant plus que la royauté, c'est vrai, à son mot dit, mais tout est laissé. On compte pour l'autre côté, l'Istros qui va gérer les choses. Encore qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, c'est beaucoup plus ce n'est plus le dominant et le dominé, mais c'est beaucoup plus nous sommes devant une situation, chacun devra tirer profit de son côté. Donc aujourd'hui, l'Angleterre a intérêt à poursuivre la politique, la stratégie laissée par l'héritage, si je pouvais le dire ainsi, laissée par la reine Elisabeth II. Tout compte fait, en son temps, nous sommes tous témoins un peu de la gestion de la reine Elisabeth II. On sera également témoin de ce que fera son fils. On sera également témoin de l'accueil qui lui sera réservé en son temps. Déjà, la 7e journée de la Première Ligue n'a pas eu lieu le week-end écoulé. Donc, c'est une manière pour dire célébrer la reine. C'est une manière pour dire que l'attachement est vraiment de trop. L'attachement aujourd'hui, c'est énormément. La fois dernière, quand l'information est venue, où les premiers commentaires, on disait déjà que les obsèques de la reine Elisabeth II étaient déjà préparées depuis 1960. Cela voudra dire que vous êtes d'accord à quel point ils sont attachés, à quel point de façon minutieuse tout est organisé. Donc aujourd'hui, si la reine tombe et qu'il n'y a pas, le championnat n'est pas là, cela voudra dire que ce sont des gens qui sont vraiment prêts à laisser tout, à mourir même, si vous pouvez peser les mots, pour essayer de montrer cet attachement-là à la royauté. Merci à vous, Louis Assoba, pour vos analyses, mesdames, messieurs. Merci également à vous qui êtes restés pour suivre ce débat, cette discussion matinale autour de l'avenir, l'après-reine Elisabeth II, en Angleterre, bien sûr. Merci. C'est la fin de cette rubrique, la quotidienne, mais votre émission, Béné ce jour, elle se poursuit.